des auditeurs. Prenez le rendez-vous avec Jean-Jacques Foucault. Et la deuxième rencontre littéraire de cet après-midi, c'est avec Ortina Minerva. Le titre, c'est Vagues de tribulation ou rendez-vous inédit. Eh bien, la dame que nous avons en face de nous est une enseignante chevronnée. C'est un produit de l'école normale supérieure. Elle est titulaire d'un master en management de projet obtenu à l'IPDAC. Son amour pour les lettres l'a conduit à prendre sa plume pour ajouter une casquette supplémentaire à celle qu'elle arbore déjà. Ortina Minerva, bon après-midi, bienvenue sur le Point littéraire. Bon après-midi Jean-Jacques et merci de m'accueillir sur vos antennes. C'est un plaisir en tout cas. Ortina Minerva, dites-nous le nom, comment est-ce que vous l'avez obtenu? C'est très poétique en passant. Hein? Ah merci déjà. Ortina Minerva, c'est un nom qui me parle et qui parle sûrement à d'autres personnes comme vous venez de réagir. Ortina, c'est tout simplement un clin d'œil à ma personne. Maintenant Minerva, qui est Minerva? Minerva, c'est une femme forte, une femme brave, une femme battante qui va de l'avant et c'est un peu ça. Donc du coup, je me retrouve dans ce pseudonyme Ortina Minerva. Votre livre, déjà en première découverture, c'est une question aussi, Vagues de tribulation au rendez-vous inédit. Pourquoi le titre? Pourquoi le titre Vagues de tribulation au rendez-vous inédit? Vous allez voir qu'il y a adéquation avec l'image sur la première de couverture. Nous voyons là une mer agitée avec des vagues. Oui. Et ces vagues-là, elles viennent avec déjà une identité. Et leur identité, c'est quoi? C'est qu'elles portent la tribulation. Alors, la raison pour laquelle nous avons penché notre choix sur Vagues de tribulation. Maintenant, rendez-vous inédit, parce que lorsque les vagues arrivent de la mer, nous ne connaissons pas tout ce que ça peut charrier. Alors, pour nous, ça peut être des rendez-vous inédits parce que l'on retrouve, après le passage de ces vagues, pas mal de choses. Et c'est vrai. C'est vrai que les vagues, c'est davantage un symbole, une figure de style pour parler de la vie. Et à l'intérieur, vous nous faites savoir que vous avez vu des murs et des pas mûrs. Oui, c'est vrai, des murs et des pas mûrs. Mais déjà, je tiens à préciser que l'œuvre Vagues de tribulation, rendez-vous inédit est un voyage littéraire qui allie des éléments de la vie réelle à la fiction. Ouais. Donc, je ne pense pas qu'il est totalement dit que c'est mon histoire à moi. Du tout. Voilà. C'est paroles de femmes. Voilà. Toutes les femmes. Pas seulement les femmes. C'est, comme j'ai souvent l'habitude de le dire, une œuvre pluridimensionnelle qui a pour objectif de toucher un auditoire multiforme, que ce soit des hommes, des femmes, des jeunes, des vieux. Mais le clin d'œil est particulier à l'endroit des femmes. Votre livre touche pas mal de sujets. Mais on va rappeler qu'il est divisé en plusieurs catégories, je vais dire en plusieurs parties. On commence directement par les mémoires. Pourquoi les mémoires? Lorsque l'on revient sur les mémoires Jean-Jacques, ici, ça me parle un peu plus parce que nous avons par exemple la Grande Révélation. Dans la Grande Révélation, qui est le premier chapitre qui ouvre ce livre, nous avons une leçon que nous tirons à travers la relation que nous avons avec nous-mêmes, en fait. Parce que très souvent, nous sommes portés sur l'entourage, sur ceux qui sont avec nous, sur ceux avec qui nous cheminons, au point où nous nous oublions parfois nous-mêmes. Alors, la Grande Révélation, c'est pour nous comme un voyage intérieur, un retour vers nous-mêmes. Parfois, nous pensons qu'il peut être nécessaire de se fermer
à l'extérieur pour mieux se découvrir soi-même Ouais. et laisser poindre la meilleure version de nous-mêmes qui sommeille en nous. Et à l'intérieur du livre, on découvre que la femme est certes sur le plan professionnel assise, mais elle se décrit comme une immature. Qu'est-ce que ça veut dire une immature finalement? Elle sait s'amuser de temps en temps? Bien sûr, immature, ça, c'est une petite anecdote parce que, soit dit en passant, je suis une maman, une mère de famille et j'ai des enfants plus ou moins grands déjà. Alors, lorsque mes filles étaient encore adolescentes, parfois, il m'arrivait de faire un peu de petites folies, de blaguer avec elles. Alors, elles me traitaient entre guillemets d'immature. C'était pas pour dire que je n'étais pas à la hauteur, Oui. mais c'était pour leur montrer Une maman que... qui sait de temps en temps être décalée, Voilà. s'amuser. Et c'est important pour avoir les enfants, pour bien élever les enfants. Avec les enfants, il faut être pas très loin et pas très proche. En fait, il faut avoir le juste milieu. Mais il faudrait leur faire comprendre que ce qu'ils vivent, vous pouvez le vivre avec eux. Ce qu'ils partagent, vous pouvez le partager avec eux. Il m'arrive par exemple de jouer un match de football avec mon petit dernier qui a 12 ans pour qu'ils comprennent que maman, ou alors d'esquisser des pas de danse et de leur dire même que je suis à la hauteur plus qu'eux. Oui. Et si vous me permettez, Jean-Jacques, je peux faire un petit clin d'œil à Estria, Laetitia et Didier, ainsi qu'à Daphné, qui m'écoutent sûrement parce que je leur ai dit que maman allait passer à la radio. Ils sont très nombreux, hein? Ils est sont 5, 4. 6, 4. 4. Ils On sont est- pas très nombreux. Oui. Vous également, vous êtes... En fait, quand je dis... vous également, vous avez grandi dans une famille... vous avez beaucoup de frères. Oui, je suis d'une grande fratrie. C'est vrai. Et c'est d'ailleurs l'un de mes sujets dans le livre. Vous savez, quand il y a déjà plus d'une personne, la cohabitation, C'est pas évident C'est du pas tout. évident, mais on apprend à faire avec. On apprend aussi à savourer les bons moments. Parce que sinon, je vous assure, je ne souhaiterais pas ne pas avoir eu ces personnes autour de moi. Et vous dites d'ailleurs que c'est bien lorsqu'on a beaucoup de frères, ça fait en sorte que lorsque vous êtes en difficulté, vous êtes porté. Et lorsque les autres sont en difficulté, vous êtes également présente. Sauf qu'il ne faut pas toujours s'attendre à ce qu'on vous rende l'ascenseur. C'est vrai en fait, et c'est un peu ça la réalité de la vie. Ne croyons pas que parce que nous avons été là pour les autres seront là pour nous. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai toujours tendance à dire que le bonheur ne dépend pas de ceux qui sont en face de nous. Notre bonheur vient de nous-mêmes. Alors, n'ayons pas des attentes, mais ayons plutôt des aspirations pour aller de l'avant. Sinon, il pourrait arriver que nous soyons déçus. Donc, Jean-Jacques, c'est un peu ça, l'esprit que je voudrais transmettre à travers Vagues de tribulation au rendez-vous inédit. En fait, une manière de mutualiser, je vous ai entendu parler de la mutuelle Masso tout à l'heure, une façon de mutualiser tout ce que nous vivons au quotidien, de savoir qu'on n'est pas seul à traverser. Se mettre ensemble. Voilà, se mettre pour ensemble. avancer. Voilà. Ici, j'ai pas voulu seulement qu'on se mette ensemble, mais mettre ensemble ce que tous les autres vivent autour de moi, y compris moi-même, pour que les uns et les autres comprennent qu'ils ne sont pas seuls. Qui ne perdent pas espoir, qui se disent que ce qu'ils sont en train de traverser, d'autres aussi peuvent vivre les mêmes choses et que c'est pas une raison pour baisser les bras, au contraire, c'est l'occasion d'aller de l'avant. Et j'évoque la résilience qui est d'ailleurs l'une des thématiques abordées dans cet ouvrage. C'est vrai. Et d'ailleurs, la résilience, pas seulement pour les femmes, pour tout le monde. Effectivement. Il faut dire qu'aujourd'hui, la question de l'autonomisation de la femme est au devant de la scène. Quels sont les outils nécessaires pour que la femme soit certes indépendante, forte? Oui, vous évoquez l'autonomisation de la femme qui est d'ailleurs un sujet très important pour moi. Il me tient beaucoup à cœur. Mais moi, je pense que ici, l'autonomisation de la femme s'intéresse au développement intégral. Il ne faudrait pas se limiter à l'aspect économique parce que pour que nous ayons une femme forte, je dis pas forte comparativement aux hommes parce que, soit dit en passant, je ne suis pas féministe.
Ça nous rassure. Mais je suis contre les injustices de manière générale. C'est pour cela que je vous ai dit que le livre s'applique à tout le monde. Oui. Alors, pour avoir une femme forte, il faudrait quelqu'un qui soit prêt, que ce soit sur le domaine émotionnel, que ce soit sur le domaine psychologique, professionnel, sentimental, économique. Et nous savons très bien que c'est la femme qui porte la société. Et lorsqu'une femme est bien faite, je vous assure, en général, le produit que nous avons de l'être dans cette société-là ne peut être... C'est un produit satisfaisant. Voilà, c'est ça en fait. Il faut dire que vous allez parler des femmes, l'autonomisation de la femme. Aujourd'hui, c'est un challenge, mais on parle aussi de développement personnel. Il faut donner la confiance à cette dernière et même aux hommes qui ont aujourd'hui beaucoup de difficultés à s'affirmer dans la société. Quels sont les outils, notamment, qu'on peut retrouver dans le livre à ce sujet? Effectivement, le développement personnel ici, nous ne voulons pas seulement voir l'aspect où il faut faire confiance aux gens. Nous voulons tout d'abord que les gens eux-mêmes se fassent confiance à eux. Parce que à certains moments, les gens ne sont pas rassurés dans ce qu'ils sont, dans ce qu'ils font, dans ce qu'ils veulent. Les gens sont incertains, ils ne sont pas déterminés. Alors, lorsque vous voulez convaincre en face, vous devez d'abord être le premier convaincu. Il faut être sûr de vos compétences. Effectivement, il faut être sûr de vos compétences et il faut savoir développer ses atouts. Parce que nous sommes conscients du fait que chacun de nous a quelque chose à donner. Alors, ne nous rabaissons pas, c'est pas de l'orgueil, mais ça rentre toujours dans le développement personnel, de mettre en valeur ce que nous avons. C'est un peu ça, en fait. Un discours positif. C'est ça. Et ça nous ramène quand même vers un autre élément que vous avez abordé, l'héritage. Mais nous allons en parler dans quelques secondes. Royal FM. The time is 4 p.m. With Beam, you are eligible to call a favorite number on any network at cheap price. Dial #200# or go to Max It. Allez, merci de nous écouter. Vague de tribulation au rendez-vous inédit. C'est un livre de Hortina Minerva. Elle nous le présente d'ailleurs dans cette émission. Tout à l'heure, nous évoquions la question d'héritage. Et vous semblez très bien définir l'héritage qui ne se résume pas au bien matériel. Oui, effectivement. De manière générale, ma conception, pour moi, le matériel, c'est pas accessoire, mais c'est pas l'élément moteur. Oui. Alors, lorsque j'évoque l'héritage ici, pour beaucoup, ce seraient les biens laissés par les parents et autres. Mais ici, je m'intéresse beaucoup plus à l'héritage immatériel. Alors, ces valeurs que nos parents nous transmettent et que nous ne savons pas toujours mettre en avant. Nous nous intéressons plus à ces biens matériels, les maisons, les véhicules, les comptes en banque qu'ils auraient pu laisser, en oubliant que l'empreinte qu'ils ont mise en nous à travers l'éducation qu'ils nous ont transmise est un héritage très important. En le disant, je pense à mon papa, qui n'est plus de ce monde. Et quand je vois la femme que je suis devenue aujourd'hui, je pense que c'est un bel héritage qui vient de mes parents. En termes de valeur de ce que vous incarnez, parce que vous avez vu vos parents l'incarner. C'est ça, j'ai vu mes parents, mes frères et moi, nous avons vu nos parents être des personnes dans la combativité, des personnes dans la recherche de ce qui est bien. Notre père, par exemple, il nous a inculqué les valeurs éducationnelles au niveau de la scolarisation, de l'instruction, de l'accompagnement. Il a toujours été à nos côtés. Alors, et soit dit en passant, ce sont mes premiers pas en tant qu'auteur, mais le premier auteur de la famille, c'était mon papa, qui a eu à dédicacer son ouvrage en 2015. Donc, vous avez suivi son chemin. En effet, j'ai suivi son chemin et c'est un peu ça quand je parle d'héritage. C'est beaucoup plus cet aspect-là. Mais pas seulement parce que nous oublions
cet héritage immatériel en fait. Et aujourd'hui, on voit bien des jeunes le dire en riant, pendant que les parents des autres achetaient des terrains et autres, les miens étaient où? Un peu comme pour dire que les parents n'avaient rien laissé. Et pourtant, c'est faux. Il y a des codes de vie que les parents ont laissés de façon tacite, des éléments qui influencent notre façon de voir le monde, notre façon d'appréhender les choses. C'est important de le dire aujourd'hui. Effectivement, je vais vous prendre un exemple. Un parent, par exemple, qui vous a amené au champ, il vous a appris que on mange à la sueur de son front. Alors, quel que soit le lieu où vous vous trouvez, que ce soit dans le domaine professionnel, que ce soit dans le domaine, que dirais-je, vous allez comprendre que c'est au bout de l'effort que vous allez pouvoir gagner votre vie. Il y a des moments, je leur dis, bon, vous allez vous déplacer sans véhicule. Et ils me disent, mais maman, à pied. Je dis, mais oui, mais oui. Leur dites qu'il y a aussi des enfants de leur âge qui le font tous les matins. Mais bien sûr, il y en a qui le font. Alors, on se dit parfois que nous faisons du bien à nos enfants en leur épargnant des tâches et autres. Mais au contraire, nous sommes en train de développer des feignants. Et ça, je ne pense pas que c'est ce dont la société actuelle a besoin. Alors, il faut des personnes sincères. Et d'ailleurs, le chapitre sur la rencontre nous parle quand même de ses amis d'enfance avec qui on a cheminé et tout. Est-ce que les amitiés sincères existent encore? Faut-il... les amitiés sincères, c'est vrai que nous n'allons pas plonger dans le radicalisme. Il y en a encore. Il y en a quand même encore. Oui, c'est un peu rare, mais bon, ça va. C'est un peu rare. De belles personnes, il y en a. Je suis sûre que certaines m'écoutent parce que je leur ai dit que j'allais passer à l'antenne. Et très souvent, ceux-là avec qui nous avons eu des hauts et des bas dans l'enfance, quand nous étions encore tout innocents, c'est vraiment compliqué que nous puissions changer de personne ou de personnalité face à eux. Parce que eux, ils savent qui nous sommes, on sait d'où on vient, on connaît ce que vous avez traversé comme obstacle, les ensemble. réalités et tout. Voilà. Donc, c'est vrai que la société actuelle est devenue très compliquée, entre guillemets, parce que par-ci, par-là, on voit des empoisonnements, où on se dit, on était avec des amis, et puis, bon, c'est dommage, mais quand même, c'est pas pour autant que nous allons être défaitistes et nous dire qu'il faut y croire. Il faut y croire, c'est ça en fait, Jean-Jacques. Il y a un autre sujet qui m'a marqué, celui que vous avez évoqué, la question de l'avortement. La question de l'avortement, et d'ailleurs vous appelez ça les cris silencieux. C'est quelquefois, ce sont des réalités qu'on veut taire, qu'on veut ignorer. Oui, en fait, dans cet ouvrage, j'ai évoqué la question de l'avortement parce que on prend ce sujet un peu à la légère, un peu de façon banale. Lorsque on est face à une situation, on cherche tout simplement une solution, alors on se dit l'avortement, mais derrière tout cela, il y a quelque chose. C'est une femme parfois effondrée d'avoir perdu son enfant. C'est ça, oui. C'est une femme effondrée d'avoir perdu cet enfant. Ce cri silencieux, comme je l'ai dit, parce qu'il ne peut pas s'exprimer, mais je suis sûre qu'au fond des entrailles de la maman, il y a déjà un lien. Oui. Il y a déjà un lien et pire encore, lorsque au terme de ce voyage-là, la maman arrive à trouver une situation stable et que maintenant elle voudrait enfanter. Et qu'elle n'arrive pas. Et qu'elle n'arrive plus. Elle se pose des questions. Je ne dirais pas parce qu'au départ c'était pas ça, elle n'arrive plus. Parce que c'est à cause d'un acte posé qu'on arrive à cette situation. Oui. Ça, c'est une désolation totale. Et vous nous faites d'ailleurs savoir dans le livre que c'est un acte qui laisse des séquelles profondes quand même. Oui, c'est un acte qui laisse des séquelles profondes. Bon, c'est vrai, dans notre société camerounaise, nous n'avons pas la culture du psychologue, mais à certains moments, on a besoin de se faire accompagner. Et c'est encore pire lorsque cet avortement est réalisé dans la discrétion et de façon cachée. Dans le silence le plus absolu. C'est pour cela que je parle de cri silencieux d'ailleurs, parce que vous vivez dans la mortification, mais vous ne pouvez pas en parler. C'est enfoui en vous. Imaginez-vous une épouse qui est allée voir ailleurs, je dis n'importe quoi, et qui au sortir de là... c'est pas n'importe quoi, c'est voilà, une réalité. C'est pour cela que je vous ai dit, je puise dans les réalités autour de nous. Alors une épouse
qui est légitimement marié légalement et qui, au chemin de la détresse, parce que peut-être délaissé par son conjoint. Non, est-ce qu'il y a toujours une raison? Oui, il y a toujours une raison. Non, mais est-ce qu'il n'y a pas de raison pour justifier ça? Enfin, je pense, hein. Moi, pour justifier... le fait qu'elle soit allée ailleurs. En fait, moi, de manière générale, je ne juge pas les gens. J'essaye de ne pas juger les gens. Mais pour le cas d'espèce, il faut juger. Hein. Pourquoi est-ce que je serais elle est mariée, elle est allée voir Pourquoi ailleurs. est-ce que je serais le juge de celui-là? Et d'ailleurs, votre livre dit qu'on ne doit pas juger. Oui, Jean-Jacques. On n'est personne pour... observer la vie des autres et juger. Moi, c'est mon avis. On peut donner un conseil. Si nous pouvons aider quelqu'un avec nos mots, nous les donnons à cette personne. Mais si nous nous rendons compte que quelque part, nos mots rendent la personne pire encore que ce qu'elle est, ou du ressenti que la personne a, ou alors de la jeter dans, qu'est-ce que je dirais, une autodérision, ou la mettre mal, vraiment à certains moments le silence est d'or. Oui. Donc moi je dis, si on se met à ouvrir la boîte de Pandore de tout un chacun, je suis sûre qu'on aura des jugements. Il y aura des choses à dire. Voilà. Donc, il y a plusieurs cadavres qui sont cachés dans les placards. Voilà, dans les placards et les squelettes. Alors, donc, moi, je pense que ici, pour revenir au cri silencieux, voilà une dame qui est allée pour peu importe la raison et qui revient de là, mais qui ne peut pas garder ce trésor caché longtemps. Alors, elle va se jeter vers cette solution-là, mais qui au fond n'en est pas une, parce que ça ne va jamais la quitter. Ce sera toujours enfui au fond d'elle. Elle sera marquée éternellement. Elle sera marquée éternellement. C'est la raison pour laquelle je pense que tout acte que nous posons n'est jamais, ne nous laisse jamais tel qu'il nous a trouvés en fait. Donc Jean-Jacques, ce livre, comme je vous l'ai dit, c'est l'occasion de comprendre que la thématique, elle n'est pas seulement virtuelle, c'est du quotidien. Et j'ai souvent l'habitude de dire c'est une écriture viscérale, mais pas commerciale. C'est vrai qu'il y a un retour sur investisseur parce que là, nous sommes dans le Mediatour en vue de la préparation de notre cérémonie de dédicace. C'est quand exactement? Qui est prévue pour le 18 juillet 2026 à partir de 15h à l'ENAM. Parce que nous voulons ici toucher le maximum de personnes pour pouvoir transmettre le message qui est caché à travers les lignes de cet ouvrage. Et nous avons voulu également que l'ouvrage soit accessible à tout le monde. Et pour cela, en adéquation avec notre maison d'édition. Vous savez, vous n'avez pas besoin de donner le prix. Hein? Ok. Pour nous, moi, je pense que le livre n'a pas de prix. Voilà. Moi, je pense que la réflexion n'a pas de prix parce que ce qu'on va donner, c'est souvent généralement symbolique. Parce que ça ne compense pas les nuits blanches. Voilà, nous revenons un peu sur la thématique d'héritage que nous évoquions tout à l'heure avec les éléments immatériels de tout ce que nous avons reçu. Voilà. Et puis ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'on lit ce livre, et ça coïncide curieusement avec le dernier chapitre, c'est pour que celui et celle qui vont venir à la rencontre de cette écriture prennent un nouveau départ. Effectivement, c'est ça. Un nouveau départ. Un nouveau départ. Sur la vie. Parce qu'à l'intérieur, il y a beaucoup de belles choses, notamment le détachement. Le détachement de par le matériel. On reste extrêmement accroché à ces choses qui sont vaniteuses, qui disparaissent. J'ai également apprécié ce beau message à votre fille, la pépite aussi, ainsi que mon ami. Moi, je vais partager avec les auditeurs 2 ou 3 lignes de la pépite. Une pépite. Okay. C'est le chapitre 2 de la 5e partie. Voilà. Deviens la femme que tu as toujours voulu être, une femme courageuse, une femme autonome dans ses processus, une femme avec un passé qu'elle n'aurait peut-être pas voulu avoir, mais avec un présent à vivre et un futur à conquérir. Une femme avec des objectifs, une femme de caractère, une femme de choix, une femme qui se valorise, une femme qui s'aime,
Une femme qui se réjouit des victoires des autres. C'est ça en fait. Une femme qui surmonte ses pleurs. Ses peurs, pardon. Ses Jean-Jacques. peurs, oui, ses peurs. Une femme qui donne sans rien attendre en retour. Une femme qui aime Dieu et croit en ses promesses. Une femme qui sait ce que ça signifie. Accepte-toi, apprécie-toi et aime-toi. Conquérir et travailler pour ce que ton cœur désire. Sois chénie. Et c'est surtout cette partie-là qui me plaît le plus. Sois chénie et fais confiance au processus pour que tu vois le merveilleux papillon qui sort. La patience, la persévérance. C'est ça en fait. L'humilité précède La gloire. Oui, Jean-Jacques, tu l'as tout dit. L'humilité précède la gloire. En fait, nous avons parlé de résilience dans Oui. cet ouvrage. Nous avons parlé de détermination. Nous avons parlé de courage et d'encouragement. Oui. Parce que dans notre société, nous voyons des gens qui sont en proie à baisser les bras très vite. Nous voyons des jeunes, raison pour laquelle je disais que le livre ne s'adresse pas qu'aux femmes. Nous voyons des jeunes qui veulent tout maintenant et à l'instant, oubliant que pour arriver à un produit fini, il y a de la transformation de la Oui. matière avant. Oui. Quand vous avez un diamant qui est brut, pour qu'il puisse étinceler de 1000 feux, il faut qu'il soit travaillé. Alors, c'est une invite à tout un chacun pour pouvoir se mettre à l'œuvre, pour, comme je l'ai dit, laisser éclore la meilleure version de nous-mêmes qui sommeille au fond de nous. Laissez derrière nous le doute. Laisser derrière nos doutes, c'est ça. Être déterminé, avoir des objectifs. Soit dit en passant, je suis manager de projet également. Donc, c'est la raison pour laquelle je pense que nous ne devons pas nous lancer dans des projets à la va-vite. Nous devons prendre le temps de maturer parce que tout ce que nous sommes en réalité, c'est un projet. Tout à fait. Toute notre vie est projet. Alors nous devons prendre le temps de maturer tout ce que nous avons à faire pour pouvoir atteindre nos objectifs à la fin. Oui. Donc c'est un peu ça, la pépite. Oui. C'est ça. J'ai bien Cette, aimé, hein. Cette chenille qui finit par devenir un bon Un papillon. papillon. N'oubliez pas la date, c'est le 18 juillet 2026. C'est à l'INAM pour C'est la ça. dédicace. C'est ça. L'occasion d'échanger directement avec l'auteur. avec l'auteur, de partager. Et ce sera certainement une occasion également pour les débats ouverts. Parce qu'il y a C'est ça, en plusieurs fait. thèmes qui sont évoqués. Il me reste plus qu'à vous dire merci d'être passé à la radio. Ortina Minerva. Nous aussi, nous remercions la radio des auditeurs, Royal FM, pour cet accueil chaleureux et surtout pour notre cher Jean-Jacques qui nous a ouvert les portes de son studio. C'est un plaisir.